Bonjour tout le monde et bienvenue pour la dernière quotidienne condensée de la semaine. Aujourd'hui, en quelques minutes, l'essentiel de l'actu tech. On va vous parler d'appareils photo, de téléphones portables. On va parler d'enceintes très très chères. On va parler de drones de toute taille et de tout type d'usage. On va parler de taxes, notamment avec nos amis les GAFAM, de dossiers cachés, du Nintendo Direct et des annonces principales. Allez hop, c'est parti. On commence avec un très beau produit. Enfin, vous allez me dire si vous le trouvez beau. Un produit très spectaculaire. C'est la nouvelle enceinte de chez Cabas pour fêter les 70 ans de la marque française. Regardez-moi cette sphère qui s'appelle The Pearl Pellegrina. Elle fait un bon mètre 25 de haut, 45 kilos et elle coûte 25 000 euros la paire pour ces enceintes sans fil, limitée à 70 exemplaires parce qu'évidemment 70 ans. En tout cas, elle vient rentrer dans la gamme des enceintes un peu exceptionnelles du constructeur et elle reprend évidemment ce fameux design sphérique de l'enceinte sphère de chez Cabas. J'espère un jour qu'on aura les moyens de se payer tous ceci pour écouter des MP3 de Sheriff Aluna. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, bravo pour ceux qui peuvent se la payer. On enchaîne avec trois petits engins volants, et certains sont des drones, et vous allez voir avec des usages très différents. On commence avec le DJI Mavic Pro 3 qui a fuité récemment. Il pourrait arriver pas plus tard que dans 1 ou 2 mois, et vous allez voir, c'est intéressant puisque l'ancien modèle de chez DJI avait deux modèles en fait, puisque vous avez le choix entre un grand capteur ou un peu plus petit capteur mais un zoom. Et bien ce coup-ci en fait on aurait deux capteurs embarqués et deux optiques embarquées dans ce nouveau modèle, une optique donc grand angle et une autre téléobjectif qui permettrait de ne plus justement avoir à faire le choix entre deux modèles. Autre amélioration potentielle, une autonomie qui passerait de 30 à 45 minutes. Bref, que du bon pour ce drone qui pourrait encore garder la couronne du meilleur drone, on va dire, haut de gamme pour les consommateurs. Passons maintenant à notre drone. Regardez tout de suite celui-ci, et c'est pas le même genre. C'est un drone militaire qui s'appelle le MQM 178 qui va être catapulté et partir à une vitesse pas possible. C'est un drone d'un fabricant d'armes qui s'appelle Kratos. Et ce drone, vous allez voir, c'est drôle ou pas pour les cibles. Ce drone peut lancer lui-même des drones en fait à l'intérieur, c'est assez méta en tout cas, mais c'est une nouvelle mode dans les systèmes d'armement notamment qui sont vendus actuellement, puisque vous allez avoir eh bien, des drones kamikazes, comme on pourrait les appeler, qui sont lancés à partir d'autres drones et qui peuvent évidemment faire des frappes chirurgicales et très précises. Alors évidemment on n'est pas là pour juger sur le bien fondé ou pas des personnes qui vont utiliser ce genre d'armement, mais je vous rappelle que les drones sont toujours plus en fait eh bien, les nouveaux engins de guerre et qu'on arrive dans des guerres à distance où ce sont plutôt des robots commandés ou des robots autonomes qui vont se battre entre eux, avec j'espère le moins de pertes humaines. Terminons avec un dernier appareil volant et peut-être un peu plus enthousiasmant puisqu'il va servir à la communauté scientifique. Regardez-moi ce petit robot qui fait la taille d'un grain de sable littéralement. Vous le voyez, il est comparé ici à une fourmi et il reprend la structure de certaines feuilles d'arbres pour tomber de manière hélicoïdale ou alors de se faire porter par les vents. Et ces micro-robots, ces petites mouches robots, ces petits grains de sable robots vont pouvoir en fait porter par la nature, être transportés par la nature et récupérer beaucoup d'informations, notamment sur la direction des vents, la pollution, l'ensoleillement, etc. Donc ce sont des capteurs très miniaturisés qui ne coûteraient pas très cher. Et cerise sur le gâteau, et c'est important parce qu'on risque de les lâcher par plusieurs dizaines dans la nature, ils sont biodégradables et une fois qu'ils tomberont sur le sol, ils auront une durée de vie normalement limitée. Et les scientifiques qui ont présenté ce nouveau robot travaillent en tout cas au fait qu'ils puissent ne pas polluer derrière si on commence à en utiliser beaucoup. Mais c'est très intéressant. Demain, peut-être que pour mesurer des choses, on jettera des petits grains, comme ça, des petits grains de sable qui sont en fait des robots déguisés. Des bisous à vous, les complotistes. J'espère que vous mettrez évidemment un masque pour éviter de vous faire affecter par ces robots 5G. On en a terminé avec les robots volants du futur qui seront là pour nous tuer ou pour nous sauver en tout cas. On va passer à quelque chose de plus immédiat. Ce bon vieux Google Pixel 6 et la version Pro. XDA Developers qui continue à fuiter un peu tout sur ces deux téléphones qui devraient arriver dans les jours qui suivent, avec ce coup-ci les spécifications hardware de leur caméra, avec notamment le fameux capteur Samsung GN1 de 50 millions de pixels, épaulé par 2 ou 3 capteurs Sony IMX 386 et 586, donc des capteurs haut de gamme qui, encore une fois, confirment l'angle haut de gamme des Pixel 6, et on a vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner, sachant que je vous rappelle, les Pixels, et notamment les Pixel 3, Pixel 4, sont des téléphones avec des hardware de photo et de vidéo
très très limités et qui font pourtant des miracles. Merci l'intelligence artificielle et merci le Neural Engine et autres miracles. En tout cas, on a une autre rumeur qui arrive sur ces appareils côté vidéo, et là c'est un peu moins réjouissant. Je vous rappelle que la vidéo sur les pixels, ça n'a jamais été leur point fort. Ici, on aurait la confirmation qu'on ferait de la 4K 60 fps, pas en HDR avec le capteur principal, et qu'on tomberait en 4K 30 fps sur les deux autres capteurs. Un choix assez inexplicable lorsque l'on voit la puissance potentielle de ces téléphones et lorsque l'on voit la qualité du hardware qui est dedans. Affaire à suivre. Quittons maintenant une gamme de téléphones pour une autre. Je vous rappelle qu'avant-hier, Microsoft avait présenté son Surface Duo 2. Et bien en attendant, on apprend que le Surface Duo 1, qui je vous le rappelle avait fait un petit bid et qui était sorti l'année dernière, va être mis à jour vers Android 11. Voilà, même pas Android 12, ça devient presque gaguesque en tout cas, mais il aura fallu attendre la sortie d'Android 12 pour que Android 11 arrive sur le Surface Duo premier du nom, sachant que le Surface Duo deuxième du nom arrivera lui également sous Android 11. Au-delà de cette anecdote un peu pathétique et triste, eh bien, ça nous raconte encore une fois la difficulté qu'a Google pour essayer d'unifier un petit peu l'adoption de ces nouveaux OS par les constructeurs, la faute aux surcouches et la faute aussi aux politiques de mise à jour et de suivi très variables suivant les gammes et les constructeurs eux-mêmes. On quitte maintenant les smartphones et les photos et on va passer à la voiture et les transports. Parmi toutes nos news du jour qu'on a discuté durant le live de 11h, eh bien, celle qui nous a fait le plus sourire, c'est évidemment les 1 an de la Citroën Ami. Je vous rappelle cette voiture qui est un quadricycle électrique. En fait, c'est une sorte de voiture sans permis qui ne va pas plus vite qu'un scooter et qui est vendue sur abonnement ou au tarif plancher de 6 000 €. Et pour ce prix-là, vraiment, le plancher, c'est un bout de tôle. En tout cas, il s'en est vendu déjà 9 000 exemplaires, dont 6 500 en France. Et la voiture va s'attaquer maintenant au marché anglais. On vous rappelle qu'on a fait une prise en main de la Citroën Ami l'année dernière et que pour une voiture, en tout cas à louer ou à disposition ou d'appoint ou pour les jeunes, eh bien, elle fait le job quand même, hein. Continuons avec les voitures et plus spécifiquement les batteries de voitures électriques. Un post Facebook a fait un peu le buzz ces derniers jours. Vous voyez de quoi je vais parler. Et évidemment, c'est un post Facebook un peu alarmiste qui expliquait qu'une batterie de voiture électrique pesait en moyenne 450 kg et qu'elle demandait 225 tonnes de matières premières pour être fabriquée. Évidemment, un post alarmiste sur Facebook, mais qui a été démenti par le service de fact-checking de l'AFP, l'AFP Factuel, qui a interrogé plusieurs spécialistes des batteries et de l'automobile et aussi du minage de minerais et de métaux rares notamment, pour essayer de comprendre en fait déjà combien pèse globalement une batterie de voiture électrique, et le poids moyen tourne plutôt autour des 300 kg que des 450 kg, et quelle est en fait à la fin la quantité réelle de matières premières dont on avait besoin en tout cas pour assembler et fabriquer ces batteries. On passe en tout cas de 225 tonnes à plutôt 21 tonnes en moyenne, même si l'AFP rappelle, et les spécialistes interrogés rappellent qu'il est très difficile aujourd'hui, vu le nombre de batteries, le nombre de technologies et le nombre de capacités, d'établir un chiffre unique pour une batterie électrique et aussi pour la consommation en matériaux de cette batterie. On terminera sur aussi un constat réel qui est qu'évidemment une voiture électrique n'a pas poids zéro en termes de pollution, évidemment, dans sa construction, dans ce qu'elle utilise. Elle pollue moins qu'une voiture thermique, en tout cas, toujours. Et effectivement aussi, pour rester optimiste, eh bien, il rappelle que les batteries et la gestion des batteries, c'est-à-dire même leur cycle de vie, sont grandement améliorés depuis des années et seront toujours grandement améliorés. Donc ce qu'on fait comme chiffre aujourd'hui, évidemment, devrait être de mieux en mieux bientôt. Passons maintenant à nos amis les gouvernements et les régulateurs et à leurs meilleurs amis, évidemment les grandes entreprises de la tech. La taxe GAFAM qui a été mise en place par la France devrait rapporter un petit pactole record de 518 millions d'euros l'année prochaine en 2022. Je vous rappelle qu'elle a été mise en place il y a quelques années et qu'elle rapportait autour environ des 300 millions, ce qui était déjà pas mal. En tout cas, c'est un pactole gigantesque et qui sera l'apéritif d'un autre pactole bien plus grand, puisque normalement, nous aurions bientôt un impôt global qui va taxer d'au moins 15% toutes les entreprises qui font au moins 750 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je vous rappelle que là-dessus, c'est un effort qui n'est pas un effort national, mais un effort coordonné entre différents pays et de l'OCDE, donc notamment l'Europe et les États-Unis, et qui va permettre de récolter beaucoup d'argent et peut-être en tout cas aux grandes entreprises spécialistes des petites recettes comme le Dutch Sandwich et autres petits montages financiers, de peut-être commencer à payer des impôts normaux comme vous et moi. C'est pas mal, non ?
Deuxième volet de notre saga, les régulateurs contre les grandes boîtes. Bruxelles vient d'entériner sa nouvelle règle, qui fait que tous les objets technologiques demain qui se rechargent avec un câble devront passer par de l'USB-C. Ce sera la norme universelle. Je vous en parlais en début de semaine, c'est désormais officiel. Les constructeurs ont désormais 2 ans pour se plier à la règle. Et évidemment, quand on parle de constructeur, on en parle d'un spécialement, qui est évidemment Apple, quasiment le dernier grand constructeur à ne pas avoir adopté l'USB-C et à être resté sur ce fameux port Lightning, qui en fait, je vous le rappelle, est un port USB-C, avec une forme différente. Donc, beaucoup de gens crient victoire et par rapport à Apple qui devra peut-être se plier à cette règle, mais, et je vous rappelle, on en avait parlé il y a quelques jours, Apple pourrait peut-être littéralement esquiver le port USB-C, puisqu'il pourrait supprimer toute forme de port physique, on en parlait en tout cas. Nos confrères de chez Numérama ont été justement discuter et poser des questions autour de cette nouvelle norme adoptée à Bruxelles. Et en tout cas, la charge sans fil, donc notamment la charge à induction, ou en tout cas les fameuses charges MagSafe qui viennent s'aimanter derrière vos téléphones, sont des charges qui sont acceptées par Bruxelles. Donc en fait, un téléphone pourra se charger en induction ou en MagSafe chez Apple, et à ce moment-là, pourrait passer outre l'obligation d'avoir un port USB-C. Et on en revient à la théorie que je défends depuis quelques temps et qui est partagée par des confrères, notamment par The Verge. Et bien d'ici 2 ans, peut-être que l'iPhone 16 ne sera pas un iPhone avec un port USB-C, mais un iPhone qui n'aura littéralement aucun port physique de connectique. On en parlait ce matin en live aussi. Il y a aujourd'hui d'autres moyens de se connecter, en tout cas pour le data. C'est évidemment la 4G, 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS est une autre norme. Et pour charger, on a aussi d'autres normes. Et en fait, à la fin, ce port Lightning ou ce port USB-C est-il encore vraiment tant utile que ça? Dans 2 ans, on risque de voir sa disparition et non pas son remplacement par l'USB-C. On prend les paris? On revient maintenant du côté de chez Android avec une petite fonctionnalité qui est apparue au mois de juillet 2021 sur les Google Pixel et qui va être adoptée sur les autres téléphones Android. Une fonctionnalité qui va peut-être faire plaisir à certains ou certaines d'entre vous, les dossiers loqués, littéralement, puisque vous aurez désormais des dossiers photos qui demanderont votre empreinte digitale pour s'ouvrir. Alors évidemment, l'exemple de Google est très parlant, puisque pour cacher vos photos de chiens, bien sûr, vous aurez besoin de ces petits dossiers secrets avec un petit cadenas. On a vérifié, ça n'existe pas vraiment sur iOS. Il y a les photos masquées, mais elles ne sont pas protégées par un mot de passe ou autre. Je sens que ça va faire plaisir à certaines personnes très particulièrement. On enchaîne avec toujours cette notion de vie privée, de société, de consommation d'écran, avec un très très bon article de Fabien Soyez, mon collègue de chez CNET, qui a interrogé 2 psychanalystes bien connus, Serge Tisseron et Michael Stora, sur le rapport des enfants avec l'écran et évidemment les possibilités d'addiction. Un article extrêmement intéressant puisque Serge Tisseron et Michael Stora ont 2 approches assez différentes que je vous invite évidemment à lire. Pour Serge Tisseron, il faut évidemment compartimenter l'usage suivant notamment les âges, la fameuse règle des 3, 6, 9, 12. Et pour Michael Stora, il faut plutôt rétablir notamment le dialogue entre les parents et les enfants. Et si on doit commencer à créer des limitations et des normes de consommation d'écran en famille, c'est qu'il y a peut-être un problème de discussion et de communication entre les parents et les enfants. On rappelle aussi que selon des études, les personnes qui passent le plus de temps devant leur écran sont évidemment les adultes entre 35 et 49 ans, et que c'est souvent les adultes qui servent d'exemple, mais de source d'envie pour les enfants, qui peuvent devenir les sources premières de tentation pour les enfants à force de voir évidemment leurs parents passer leur temps sur leurs écrans. Donc 2 approches différentes, des conseils très utiles pour vous ou pour vos proches, en tout cas une lecture que je vous conseille à partager sans mesure. On termine avec un petit peu de gaming et le sel de Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, qui est scandalisé puisque je vous rappelle le procès entre Epic et Apple est plutôt fini. Epic a un peu perdu quand même au change et Epic s'est conformé aux règles de l'Apple Store pour enfin réintégrer notamment Fortnite dans l'Apple Store. Eh bien Apple leur a dit en fait non. Voilà, et Apple a tout à fait le droit. Et Apple a signifié à Epic qu'il irait au bout de tous les recours légaux pour empêcher Fortnite de revenir dans l'Apple Store. Ça pourrait prendre jusqu'à 5 ans, selon Tim Sweeney, qui est très
très très mécontent et qui hurle au scandale. En tout cas, il aura joué avec le feu, il aura joué peut-être au plus malin ou au plus bête, je ne sais pas, mais il aura perdu contre Apple. On termine enfin sur le gaming avec Nintendo. Cette nuit, il y avait un Nintendo Direct parce que pourquoi pas des conférences à minuit. On a eu plein d'annonces de jeux, oui, Bayonetta 3, mais nous avons eu aussi un nouveau service qui viendra s'ajouter au Nintendo Switch Online qui vous permettra de jouer aux jeux Nintendo 64 et aux jeux Mega Drive parce qu'ils n'ont pas été assez revendus. Et la magie de la nostalgie étant toujours magnifique, vous pourrez racheter des versions sans fil de ces manettes pour 50 euros, 50 dollars pièce. C'est absolument magnifique. Des bisous à tous les N-Sex qui se sont déjà délestés de 100 euros dans la minute. On reste avec Nintendo et l'annonce qui nous fera aussi beaucoup sourire et qui a beaucoup fait discuter. Un film autour de Mario, un film d'animation par les producteurs de Moi, Moche et Méchant, va avoir droit de sa sortie en salle fin 2022, dans un an, avec un casting, vous allez voir, Smash Bros Ultimate, même si encore une fois les puristes pourraient crier. Nous aurions du coup Chris Pratt qui doublera Mario, Anya Taylor-Joy, l'actrice de The Queen's Gambit qui doublera Princess Peach, Charlie Day qui fera Luigi, Jack Black qui fera Bowser, Keegan-Michael Key du duo Key and Peele qui ferait de son côté Todd, et c'est peut-être le rôle qui me fait déjà le plus rire d'avance, Seth Rogen qui lui ferait Donkey Kong, et tout à la fin, nous aurons évidemment Charles Martinet, qui était la voix historique de Mario de beaucoup de personnages, qui se contentera, lui, de petites apparitions. On verra en tout cas si le film de Mario réussira mieux que le film Sonic, qui lui avait été déjà sauvé de la catastrophe. Je vous laisse en tout cas penser à ce que pourrait être le film Mario de l'année prochaine. C'est la fin en tout cas de cette quotidienne condensée. Je vous rappelle que sur le site des NUM, on fait plein de choses et pas que des news. On fait aussi beaucoup de tests, avec notamment le test d'une enceinte JBL Partybox 110 qui nous a fait beaucoup rigoler, mais qui a moins fait rigoler nos voisins, histoire vraie. Le test également du Einhell HP 170 qui est un nettoyeur haute pression. Et enfin, on a commencé évidemment les tests de l'iPhone 13 avec le module photo principal de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini qui, sans surprise, ont d'excellentes notes puisqu'ils reprennent exactement le module de l'iPhone 12 Pro Max de l'année dernière. Bref, à aller voir sur les numériques. Je vous laisse maintenant passer un très bon week-end. On se retrouve lundi pour un live et lundi en fin de journée pour un nouvel épisode de cette quotidienne condensée. Ciao.